Alors, première caractéristique de l'État africain, c'est d'être un enclos colonial. Ensuite, l'État africain est un État garde-barrière. Troisième caractéristique de l'État africain, c'est une machine répressive et dispendieuse. Quatrième caractéristique de l'État africain, c'est que l'État africain est un instrument de canalisation des forces productives africaines vers l'extérieur, donc caractère extraverti de l'économie africaine. Cinquième caractéristique de l'État africain, c'est d'être un instrument d'abrutissement et de désorganisation populaire avec le maintien de l'ensemble de l'appareil colonial dans des proportions plus ou moins intactes, à savoir l'école, la religion, la culture et l'agriculture coloniale. Sixième caractéristique de l'État africain, c'est d'être un État bâtard, un État fêtard. Ensuite, septième caractéristique de l'État africain, c'est d'être un État mimétique, imitateur, recopiant platement les atouts du pouvoir dictatorial issu de la conception occidentale du pouvoir, à savoir un État despotique avec la conception du pouvoir comme Louis XIV qui disait que l'État c'est moi. Donc avec tous les attributs qui vont avec, donc l'habillement, l'accoutrement qui va avec, donc les dictateurs africains et leurs serviteurs, leurs cours vont imiter le pouvoir occidental dans ses atours par le biais de la constitution, les textes qui régissent le pays, soi-disant, et aussi, surtout, l'administration du territoire qui va se fonder sur ce que les pays colonisateurs ont comme administration et comme découpage territorial, à savoir les préfectures, les régions, les départements. Donc l'État africain va copier tout ceci sans aucune considération des réalités locales. Huitième caractéristique de l'État africain, c'est que l'État africain est une machine à fraude. Donc c'est un État fraudeur, pilleur, voleur dans tous les sens du terme. Et ça se voit à l'œil nu dans les rues africaines, partout. Voilà. Et vous allez voir tous ceux qui appartiennent à cet État africain sont les riches, c'est eux qui disposent des richesses et qui bâtissent des immeubles, qui ont des voitures les plus luxueuses, etc., qui vivent bien, qui climatisent leur maison, leur cuisine, leurs toilettes, ainsi de suite. Et puis, neuvième caractéristique de l'État africain, c'est que l'État africain est un club de coquins et de copains, un monde d'entre-soi qui se protège par les institutions qu'ils ont en leur possession, avec des réseaux ésotériques, soi-disant, des réseaux maçonniques pour tromper la conscience du peuple, pour donner l'impression qu'ils sont des spiritualistes et qu'on doit les craindre, alors que les francs-maçons africains ne sont qu'un club de voyous, de voleurs, de bandits de grand chemin, avec un accoutrement et des cérémonies visant à déstabiliser mentalement le peuple africain qui a l'habitude de spiritualiser tous ces problèmes. Et donc ces gens jouent sur ce que nous avons nous-mêmes comme conception de nos problèmes, à savoir que ce sont des problèmes spirituels et que l'homme ne peut rien faire face à ces problèmes sauf à attendre l'intervention divine. Donc ces gens-là, ils jouent sur cette notion-là en allant chercher des choses telles que la franc-maçonnerie pour venir influencer le mental des Africains, alors qu'en réalité, il n'en est rien. C'est un club de voyous. Et donc, dixième caractéristique de l'État africain, c'est d'être un appareil dépensier. Des éléphants blancs, de l'argent qui va être dépensé pour des fraudes électorales, des élections, des choses comme ça. Tout ça ne rapporte absolument rien au peuple africain, sauf à le plonger davantage dans la misère, dans la paupérisation, avec l'endettement qui va s'accroître, lequel endettement ne produit absolument rien dans la vie des Africains, sauf à les plonger dans la misère, puisqu'ils doivent continuer à travailler pour payer les impôts, étrangler sous les impôts pour payer les intérêts de ces dettes-là, et ensuite livrer l'ensemble du patrimoine africain aux prêteurs. Voilà les 10 caractéristiques de l'État africain dans sa réalité. Et compte tenu de ces caractéristiques que nous venons d'énumérer, l'État africain ne peut pas donc conduire les Africains au progrès. C'est absolument exclu. Quand vous avez un État comme ça qui a ces caractéristiques, cet État-là ne peut pas conduire les Africains au progrès. Cet État
que nous venons de décrire n'est pas en mesure d'organiser des élections transparentes. Cet État-là n'est pas en mesure de conduire une transition en Afrique pour amener les Africains vers une période florissante. C'est impossible. Un État qui a de tels attributs ne peut pas être sincère, ne peut pas être honnête, ne peut pas conduire les Africains vers la cohésion. Un tel État ne peut pas organiser des élections honnêtes et transparentes. Donc c'est vain, c'est une perte de temps. C'est pour ça que nous disons que c'est une perte de temps et d'énergie que de vouloir s'inscrire dans les élections. Puisqu'il s'agit d'un club de copains et de coquins, aussi bien les opposants institutionnels que ceux qui sont au pouvoir. Et les élections sont des occasions qui permettent à ces gens-là de faire tourner leur industrie de production de casquettes, de t-shirts, de gadgets, de faire travailler leurs entreprises, les entreprises de leurs cousins, de leurs amis, de leurs copines, de leurs copains, qui sont des prestataires de services avec la location de chaises, de bâches, d'imprimerie, où on va imprimer des bulletins ou des choses comme ça. Donc l'élection est une vaste affaire. C'est un business énorme. C'est pour ça que les opposants institutionnels, sachant très bien qu'ils ne vont pas gagner, ils vont quand même. Parce que c'est une occasion pour faire tourner, puisque c'est eux qui détiennent les moyens dans le pays. Donc, ils ont de grands réseaux, des amis, des cousins, des neveux, ainsi de suite. Et les élections constituent une occasion pour faire tourner davantage l'ensemble de ces machines-là et de ces outils de production. Ensuite, les élections sont une occasion pour les opposants africains de bénéficier du financement public pour leur parti. Et lequel argent leur sert plutôt à satisfaire leurs besoins personnels et familiaux. Voyez? Donc, même si les opposants africains savent que les élections sont perdues d'avance, ils y vont quand même parce que c'est l'occasion de se faire de l'argent sur le dos de nos populations. C'est pour ça que nous rejetons absolument dans le contexte africain d'aujourd'hui les élections comme un moyen de faire propager notre message et de nous faire connaître. Non. Ces élections ont le mérite aussi d'orienter les populations vers de fausses solutions, de fausses pistes. Donc, nous les rejetons. Et donc, un État comme ça que nous venons de décrire ne peut pas organiser des élections transparentes, honnêtes, qui reflètent véritablement la volonté populaire. C'est pour ça qu'il faut sortir de ça. Donc, cet État ne peut pas non plus faire un dialogue. C'est pour ça que les opposants institutionnels, lorsqu'ils vont vouloir aller à des dialogues, à des discussions, à des négociations avec de tels pouvoirs, ou alors ces gens nous trompent, ou alors ces gens-là ne savent pas analyser la situation africaine. Ça veut dire que ce sont des aventuriers sur un terrain où la nature a horreur du vide, parce que ceux qui connaissent le système ne sont pas en état de représenter le peuple véritablement et sont plutôt à l'extérieur. Ensuite, l'État africain, tel que nous venons de le décrire, n'est pas en mesure de conduire les Africains de la souffrance au bonheur. C'est impossible. Cet État-là, tel qu'il vient d'être décrit, les 10 caractéristiques de l'État africain font que cet État, on ne peut pas lui faire confiance sur aucun plan. Ensuite, cet État africain n'est pas en mesure de conduire les réformes, étant une machine à fraude permanente, empêchant le panafricanisme réel de s'exprimer. Eh bien, cet État africain n'est pas en mesure de conduire des réformes importantes pour amener le peuple africain vers la renaissance. C'est impossible. Cet État ne peut pas le faire. L'État africain, tel que nous venons de le décrire par ces 10 caractéristiques, n'est pas en mesure de conduire des réformes économiques. C'est impossible, parce que vous avez vu les attributs de cet État africain. Ensuite, l'État africain n'est pas en mesure de laisser tomber les frontières africaines, qui sont plutôt l'outil essentiel sur lequel cet État est assis, puisque l'État africain a conservé et garanti, c'est même constitutionnalisé, c'est même écrit dans les textes fondateurs de l'État africain et de l'Union africaine aujourd'hui, qui dit que les États africains conservent jalousement les frontières héritées de la colonisation. Donc, absolument, l'État africain, garde-barrière, enclos colonial, ne peut pas nous orienter vers l'unité continentale. Donc, quand ces gens-là se retrouvent de sommet en sommet pour dire qu'ils travaillent pour l'unité africaine, c'est que nous sommes naïfs pour véritablement les croire. Pour croire que ces gens-là sont en train de construire une unité africaine, alors que ces gens sont justement la représentation de l'intangibilité,
c'est-à-dire du caractère inamovible des frontières héritées de la colonisation. Et quand ces gens-là disent qu'ils travaillent pour l'unité africaine, qu'ils se dotent des projets, des choses comme ça, bah, que les Africains les croient, c'est que nous sommes absolument naïfs. C'est que nous sommes absolument naïfs et nous refusons d'analyser véritablement la situation africaine de manière froide et calme pour voir que ces gens sont en train de nous enfoncer dans des abîmes de la division, du morcellement, plutôt que de nous approcher de l'unité africaine. Ensuite, ces gens-là, étant des garants de l'immobilisme du continent africain, les attributs essentiels de la souveraineté d'un peuple ou d'un pays ou d'un continent manquent en Afrique. Nous avons parlé du franc CFA. Aujourd'hui, c'est la thématique que tout le monde développe. Bon, nous, on l'a développé il y a quelques années. Bon, maintenant, c'est à la mode, le franc CFA. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la souveraineté militaire, les accords de coopération, soi-disant, les accords de défense. On ne sait même pas contre quoi on défend l'Afrique, puisqu'il s'agit de défendre plutôt les dictateurs africains contre leur peuple et de garantir le pillage de l'Afrique en maintenant les peuples à distance. Aujourd'hui, l'ensemble des grands pays est en train de compétir pour être présent dans l'espace, se doter des armes les plus puissantes pour neutraliser les intentions des ennemis extérieurs. Ben, l'Afrique est totalement absente de ce jeu-là. Il n'y a rien. En plus, l'Afrique est absente des mers, un continent maritime par excellence. Nous n'avons pas de flotte maritime, il n'y a rien. L'Afrique est absente sur les grands sujets parce que paralysée de l'intérieur, gardée à distance de tous les grands sujets mondiaux, infantilisée. Et chaque fois qu'on doit parler de notre continent, il s'agit de parler de l'aide. Et les dictateurs africains courent de capitale en capitale pour soi-disant aller au sommet consacré à l'Afrique et au développement de l'Afrique. Donc, tout ça fait que l'État africain est absolument incapable de conduire les Africains vers des lendemains meilleurs. Et si l'État africain n'est pas capable de faire ce travail-là, quelle est la solution? C'est que les Africains sont rattrapés, encore une fois, par les lois de l'histoire. Et ça, nous ne cesserons de le dire. Un peuple qui est dans cette situation, qui est dominé, qui est paralysé de l'intérieur, qui a des États enclos-coloniaux, garde-barrières, le gouvernant, eh bien ce peuple a l'obligation absolue de se constituer en un mouvement de libération pour aller à la reconquête de cet espace en vue de sa renaissance, tout simplement. Et une fois qu'on dit ça, ça veut dire que chacun de nous a un devoir, c'est-à-dire après avoir compris la situation, eh bien, chacun de nous a un devoir. Il faut viser grand, mais commencer petit. C'est-à-dire que notre situation est telle que nous sommes obligés de passer par des étapes très étroites et de petitesse dans l'action, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de nous doter de grands instruments de combat tout de suite. Donc, il faudra que chacun, à son niveau, essaie de trouver 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 personnes autour de sa personne pour essayer de partager nos idées et puis d'essayer maintenant de dégager une structuration. Et sur la base de cette structuration, maintenant, nous allons recruter du monde pour aller de l'avant dans la construction d'un mouvement puissant de libération à l'échelle continentale pour libérer nos pays, détruire l'État colonial africain pour le rebâtir sur d'autres bases. Et ça, c'est une loi, un principe auquel nous n'allons pas échapper. Nous avons beau chercher des solutions alternatives par la prière, par le jeûne, par l'appel aux réformes, par des marches pacifiques de protestation dans les rues, par des élections répétées qui ne sont que des occasions d'affaires et de trucage énormes. Nous pouvons vouloir obtenir des diplômes, je ne sais de quelle école. Nous pouvons vouloir appeler le pape au secours, appeler Macron au secours, appeler Trump au secours, avoir des ministres noirs dans des gouvernements français, britanniques, italiens, pour soi-disant dire que les noirs sont ainsi en train d'évoluer. On peut avoir des noirs présidents ou du FMI, de la Banque mondiale, c'est-à-dire recrutés par l'ennemi, ce qui est vu plutôt en Afrique comme une victoire. Quand l'ennemi recrute dans nos rangs, on perçoit ça plutôt comme un progrès. Ça veut dire que les Africains progressent, ça veut dire que nous sommes un peuple reconnu, alors qu'on recrute dans nos rangs. Hein, l'ennemi, l'adversaire recrute dans nos rangs. Les Africains interprètent ça comme une victoire de notre peuple, ce qui est quand même extraordinaire. Et donc, on peut s'imaginer toutes les solutions possibles. Il n'y aura pas
de solution aux problèmes africains tant que les Africains ne décideront pas de construire un puissant mouvement de libération. C'est clair. C'est clair ça. Nous pouvons chercher midi à 14h. Nous n'aurons pas de raccourci nous conduisant à la liberté. Et c'est pour ça qu'il est fondamental d'analyser l'État africain dans sa réalité, comme je viens de le faire, sur la base de ces 10 caractéristiques, les 10 attributs de l'État africain, pour aboutir à l'idée centrale qui est que nous sommes tenus de construire de vastes mouvements de libération sur l'échelle continentale pour nous libérer des enclos coloniaux, abusivement appelés les États africains, détruire la gouvernance despotique qui est en Afrique pour refonder le pouvoir sur les vraies valeurs endogènes africaines, caractérisées par la chefferie traditionnelle africaine qui avait 2 vertus principales, à savoir la justice et la vérité au service des populations, pour ensuite rebâtir l'État africain à l'aune d'une nouvelle constitution avec des constituantes qui seront mises en place après la destruction de l'État colonial pour réécrire les constitutions de nos pays, pas sur le modèle britannique ni américain ou tout ça, mais sur l'ensemble de notre parcours historique et sur le roc de nos valeurs culturelles endogènes. Voilà le travail qui nous attend. Donc, plus nous traînons à faire ce travail-là, chacun à son niveau, plus la situation va s'aggraver, plus les dictateurs africains vont s'enraciner et plus la situation humanitaire, sociale, économique sera catastrophique en Afrique, de sorte que les Africains n'auront pas d'autre choix que de fuir le continent et de tomber dans les mailles de la police des frontières sur la Méditerranée, périr dans le désert, crever sous le soleil chaud, assécher par le soleil dans le désert du Sahara et ensuite servir de repas aux requins sur la Méditerranée. Et ceux qui, en guillemets, auront la chance de franchir ces obstacles-là, finiront comme des serviteurs dans les pays occidentaux en faisant des travaux subalternes.